Ce mois-ci, l'IA a totalement dévié du script. Open. IA a dévoilé un appareil physique Gumdrop IA, puis a lancé GPT Health, tandis qu'Apple s'est lancé avec le nouveau IA Pin. C'est 2026. Ils ont multiplié les révélations choquantes. DeepSeek a surpassé les géants de la tech grâce à une IA bien supérieure, tandis que la Chine a dévoilé un robot pouvant nuire aux humains. Au sommet des débats sur l'AGI, Open.ai s'est soudain tourné vers la publicité. Ce mois-ci a vraiment été fou, parlons-en. OpenAI développe un appareil physique conçu par Jony Ive, fabriqué par Foxconn, pour accompagner l'iPhone et le MacBook comme troisième appareil principal. Petit, sans écran, en forme de stylo, appelé en interne Gumdrop. Selon des fuites et des témoignages en justice, ainsi que de nombreux rapports aux États-Unis et en Asie, ce n'est pas une simple expérience secondaire. C'est une tentative sérieuse d'OpenAI de prendre le contrôle de la façon dont les gens accèdent à l'IA avant que quelqu'un d'autre ne les en empêche complètement. Donc l'appareil lui-même n'a pas encore été officiellement annoncé, mais la situation est déjà exceptionnellement claire. Le premier produit matériel grand public d'OpenAI est en conception, avec un lancement prévu en 2026 ou 2027. Il est décrit de façon cohérente dans les différents rapports comme ayant à peu près la taille d'un iPod Shuffle, suffisamment léger pour être porté autour du cou ou transporté dans une poche, et délibérément sans écran. Il utilise un microphone et une caméra, la voix étant l'interface principale. Une demande fréquente concerne la transcription de notes manuscrites et leur importation directe dans ChatGPT. Ce détail est en fait important, car il donne un indice sur ce pourquoi cet appareil est réellement optimisé. Ce n'est ni un téléphone, ni un concurrent des montres connectées, et il ne cherche pas à attirer votre attention sur l'écran. Il fonctionne avec vos appareils existants, captant information, contexte et intention lorsque sortir un téléphone est inutile ou gênant. La participation de Jony Ive a aussitôt provoqué des réactions justifiées. Open.ai a racheté la startup au product de Jony Ive via un échange d'actions estimé à 6,5 milliards de dollars. C'est un grand engagement pour une entreprise sans expérience dans les appareils grand public. Jony Ive et Sam Altman ont publiquement décrit les premiers prototypes en termes très forts, Jony Ive faisant du projet une priorité. Sam Altman indique que ces appareils surpassent les attentes envers l'IA. Les choix de fabrication montrent la volonté de passer rapidement à l'échelle. Les plans concernaient Luxshare, un grand sous-traitant chinois, mais OpenAI a changé d'avis. La production a été confiée à Foxconn, chargé aussi de l'assemblage des iPhones et Google Pixel. La fabrication est prévue au Vietnam avec une possible production aux États-Unis. Les sources de la chaîne d'approvisionnement expliquent qu'OpenAI refuse que son premier matériel soit produit en Chine continentale. Cette décision, bien que coûteuse, est stratégique. Cela montre qu'Open.ai voit cet appareil comme une infrastructure, pas un simple gadget. Foxconn s'engage uniquement dans des projets sérieux et OpenAI ne déplace sa production que si un volume durable et une stabilité géopolitique sont assurés. Cette décision n'est pas prise au hasard. Le matériel d'IA a un passé récent catastrophique. Le pain IA de Human a été lancé avec un énorme battage médiatique et s'est effondré en moins d'un an, finissant par être abandonné après de nombreuses critiques. HP a acquis les derniers actifs de Human pour 116 millions de dollars, bien moins que l'investissement initial. Le R1 de Rabbit s'est vendu à environ 130 000 exemplaires au départ, mais des rapports indiquent que l'utilisation quotidienne active est tombée à environ 5 000 utilisateurs, ce qui représente un effondrement catastrophique de l'engagement. Open.ai en est conscient. Contrairement à Human et Rabbit, qui tentaient d'innover sans comprendre l'économie de la plateforme. L'approche d'OpenAI mise d'abord sur sa plateforme, non sur le matériel. Sa principale faiblesse actuelle n'est pas l'intelligence, mais l'accès au chat. GPT vit derrière des couches, il ne contrôle pas les iPhones. Siri possède l'interaction au niveau du système, sur Android, Gemini est profondément intégré. Les navigateurs, boutiques d'applications et assistants par défaut servent de gardiens, tandis qu'OpenAI dépend de ses principaux concurrents. L'inquiétude est devenue réelle quand Nick Turley, responsable ChatGPT chez OpenAI, l'a exprimé au procès antitrust contre Google. Il a reconnu qu'OpenAI craint d'être exclu par des entreprises maîtrisant les accès comme les navigateurs et systèmes d'exploitation. Les gens découvrent l'IA via les paramètres par défaut, non en comparant les modèles, et OpenAI ne les contrôle pas. Un appareil dédié change cela. Un objet sans écran offre une interaction directe,
évitant boutique d'applications et écran d'accueil. Au lieu d'une utilisation épisodique, où vous ouvrez une application puis la refermez, l'entreprise obtient une présence persistante. La voix devient l'interface principale. Les habitudes se forment naturellement grâce au caractère physique de l'appareil. C'est aussi pourquoi l'audio est soudainement devenu une priorité majeure en interne chez OpenAI. Selon des rapports de The Information et des confirmations de plusieurs médias, OpenAI améliore activement ses modèles audio en vue de ce lancement matériel. Les chercheurs jugent que les systèmes audio accusent d'un retard en précision et rapidité face aux modèles textuels. Cet écart est crucial si votre appareil dépend surtout de la voix. Open.ai réorganise ses équipes de recherche, d'ingénierie et de produits pour unifier les capacités texte et audio. Une fuite technique indique que l'entreprise a créé une architecture audio permettant à l'IA de parler en même temps que l'utilisateur sans attendre le silence. Cela peut sembler anodin, mais cela change fondamentalement la nature de l'interaction. Cela éloigne l'IA des échanges au tour par tour pour se rapprocher d'une véritable conversation. Le timing correspond parfaitement. Ces modèles audio améliorés sont attendus début 2026 lors de la phase prototype de Gumdrop. Ce n'est pas un hasard. L'appareil façonne les modèles, pas l'inverse. Un sous-texte gênant se cache aussi derrière ces données. Les données humaines de qualité se raréfient. Les données synthétiques aident, mais créent des distorsions et des rétroactions. Un appareil portable capturant audio, contexte et écrit crée un nouveau flux de données puissant. Des commentateurs ont surnommé Gumdrop « gratteur de réalité ». Bien que spéculatif, l'incitation est claire. OpenAI n'a pas affirmé cet objectif, et l'entreprise subirait vite des critiques si l'appareil manquait de transparence. Le principal risque reste la vie privée. Un appareil sans écran avec micro et caméra doit avoir des commandes de sourdine physique, des indicateurs visibles, des journaux transparents et un traitement sur l'appareil. L'échec de Human a rendu cette leçon douloureusement claire. Sans confiance, cet appareil meurt instantanément. Commercialement, Gumdrop ne doit pas se limiter aux marges matérielles. Les estimations indiquent un prix de vente de 199 à 299 $ pour un coût des matériaux de 70 à 120 $. C'est respectable mais pas révolutionnaire. La vraie rentabilité est derrière l'appareil. Si 25% des acheteurs s'abonnent à ChatGPT à 20 $ par mois et restent 2 ans, cela équivaut à 120 $ de valeur à vie par utilisateur, pouvant dépasser le bénéfice du matériel à grande échelle. C'est la stratégie Kindle pour l'IA. D'abord diffuser largement, puis monétiser. Cette vision à long terme est importante car OpenAI subit une forte pression financière, selon 24/7 Wall Street. L'entreprise vise à lever jusqu'à 100 milliards de dollars, ce qui porterait sa valorisation à environ 850 milliards, un montant exceptionnel pour une société qui ne prévoit pas d'être rentable avant 2030. En même temps, OpenAI a besoin de centaines de milliards de dollars supplémentaires pour financer les centres de données, l'infrastructure informatique et la consommation d'énergie. L'énergie devient un facteur limitant, les centres de données d'IA étant parmi les projets les plus énergivores jamais construits. De grandes parties du réseau électrique américain ont plusieurs décennies. Les prix de l'électricité montent et l'opposition aux nouveaux centres de données grandit à cause des inquiétudes sur la pollution et les infrastructures. Ce n'est plus qu'un problème technique, la concurrence politique se resserre aussi. Gemini 3 et Gemini 3 Flash d'Alphabet ont déjà surpassé GPT 5.2 sur certains benchmarks. Microsoft, Perplexity et XAU investissent des milliards pour combler les écarts ou prendre de l'avance. On pense de plus en plus que les modèles d'IA atteindront une qualité similaire avec des coûts toujours plus bas. Si cela se produit, l'intelligence devient une commodité et la distribution devient le facteur décisif. Ce contexte explique pourquoi OpenAI réfléchit bien au-delà d'un seul appareil. Des rapports récents suggèrent que Pinterest pourrait être acquis en 2026 OpenAI, étant cité comme acheteur potentiel. Pinterest offre 600 millions d'utilisateurs, un vaste ensemble de données d'images, une forte intention d'achat et une publicité déjà en place. Les clics vers les annonceurs ont augmenté de 40% et Performance Plus a généré une hausse de 24% du taux de conversion pour les détaillants. Avec l'IA conversationnelle et la génération d'images, Pinterest pourrait devenir un moteur de découverte et d'achat natif à l'IA au lieu d'être seulement une plateforme d'inspiration. La monétisation reste difficile aux États-Unis et au Canada, mais la stratégie est claire.
Plus surprenant encore, Open.ai envisage d'acquérir Google Chrome. Lors d'un témoignage au tribunal, Nick Turley a déclaré qu'Open.ai serait intéressé par l'achat de Chrome si les régulateurs forcément Google à s'en séparer dans le cadre de mesures correctives antitrust. Chrome est bien plus qu'un navigateur, il est la porte d'entrée à Internet pour des milliards d'utilisateurs. OpenAI pourrait offrir une navigation IA inédite en étant propriétaire. Nick Turley a précisé la motivation. OpenAI peine à s'imposer sur Android, car Gemini y est déjà intégré. Les utilisateurs découvrent OpenAI via les navigateurs et boutiques d'applications qu'ils ne contrôlent pas. Acheter Chrome changerait tout immédiatement. Bien sûr, cela ne devient possible que si les tribunaux forcent la main de Google. Google insiste sur ses paiements à Samsung pour préinstaller Gemini et affirme que les utilisateurs choisissent ces produits pour leur efficacité. En reliant ces mouvements, Gumdrop s'arrête. Il ressemble à un stylo IA apparaissant comme la pointe d'une stratégie plus vaste. Matériel, modèles audio, navigateurs, plateformes et canaux de distribution participent au même combat. OpenAI cherche à atteindre directement les utilisateurs avant que l'accès ne se ferme. Le vrai risque n'est pas l'échec, mais l'irrélevance. Appareil élégant et performant, mais jamais indispensable. Plutôt un moyen d'abonnement qu'une révolution. Pourtant, cela peut toujours servir les objectifs d'OpenAI. Dans un futur où l'IA est omniprésente et interchangeable, l'entreprise qui contrôle l'interaction des gens avec l'IA contrôle tout. Le CES 2026 a ouvert le 6 janvier à Las Vegas. Dès le début, il était évident que l'IA était omniprésente, mais différemment. L'IA n'a pas été présentée comme le produit, mais comme son moteur. Presque tout ce qui était exposé, robots, systèmes énergétiques, véhicules autonomes, objets connectés, appareils de bureau et machines domestiques, en dépendait. Les annonces portaient désormais sur des systèmes physiques intégrant l'IA plutôt que sur de nouvelles applications ou fonctions cloud. Manipulation, perception, décision, contrôle. Il n'a pas fallu attendre pour voir la robotique envahir le salon. Dès l'ouverture, plusieurs stands proposaient des démonstrations en direct, avec des robots humanoïdes en mouvement continu plutôt que de brèves séquences scénarisées. Certains interagissaient avec le public, d'autres faisaient des tests d'équilibre ou de mouvement, et plusieurs étaient là pour montrer leur puissance mécanique plutôt que des produits finis. La zone de démonstration Unitree se concentrait sur le mouvement et le contrôle du corps. Les robots exécutaient des séquences coordonnées mêlant marche, rotation et mouvement du haut du corps sans s'arrêter entre les actions. Lors des démonstrations, les robots ajustaient leur posture et retrouvaient l'équilibre après des perturbations, montrant un contrôle du mouvement en temps réel. Fonctionnement continu au lieu d'une exécution commande par commande. La configuration de Sharpa, avec sa main robotique sur un robot servant surtout à positionner la main, a été montrée effectuant des manipulations fines, changeant prise, force, position des doigts et orientation avec de petits objets. Sharpa a confirmé que la main est déjà vendue aux universités pour la recherche, ce qui signifie qu'elle est suffisamment stable pour un fonctionnement quotidien répété. La démonstration a clairement montré que la manipulation physique précise n'est plus expérimentale et qu'elle est désormais utilisable en dehors des environnements de laboratoires contrôlés. LG a présenté Cloyd, son robot domestique autonome, et a exposé le concept d'IA physique sur scène. Cloyd a une base roulante pour la sécurité et la stabilité, un torse inclinable et 2 bras à 7 degrés de liberté avec des mains à 5 doigts. La tête, conçue pour la manipulation fine, est un hub d'IA mobile intégrant caméra, capteur, haut-parleur, écran et IA vocale générative. LG l'a montré pliant du linge et manipulant lentement des objets ménagers, presque prudemment, et cette lenteur en disait long. Ce n'était pas un coup de pub, mais LG montrait qu'il entraînait ses modèles sur des milliers d'heures de données domestiques, privilégiant la fiabilité à la rapidité. On sentait déjà une distinction entre les entreprises en quête d'applaudissements et celles créant des systèmes durables pour les foyers. Ailleurs sur le salon, Roborock a présenté quelque chose qui a pris presque tout le monde au dépourvu. Le Saros Rover est un aspirateur robot doté de vraies jambes articulées à roues, lui permettant de monter les escaliers, s'équilibrer, gérer les rampes et nettoyer les marches en se déplaçant. Lors d'une démonstration au CES, il a mis environ 30 à 40 secondes pour monter 5 marches. Cela peut sembler lent, mais le détail important est qu'il nettoyait les escaliers en les montant, ce que les solutions précédentes capables de monter les marches ne pouvaient n'en pas faire.
C'est un prototype sans prix ni date, mais en comparant au Saros Z70 de Roborock, bras robotique lancé à 2599 $. Les attentes se forment déjà. Il est aussi clair que les robots émotionnels et de compagnie ne sont plus marginaux. Switchbot a dévoilé ses robots animaux Kata Friends. Des appareils type Furby sur roulette, capables de reconnaître les visages, de réagir aux gestes et de détecter des émotions basiques comme la joie ou la tristesse. Ils seront lancés au Japon à environ 10 000 yens, 64 $. Ce prix est important. Ce n'est pas une expérience de luxe. C'est un signe que la compagnie robotique vise le marché de masse, que cela plaise ou non. La même tension est apparue avec la vague de compagnons IA conçus pour les bureaux. Razor a lancé une version physique du projet Ava, son copilote de jeu, sous forme d'un appareil de bureau cylindrique affichant le personnage animé Kira. Il suit la partie, réagit et conseille en direct. Le ProEmi a opté pour une approche plus intime, avec un appareil AI Soulmate équipé d'un petit écran OLED incurvé simulant une connexion émotionnelle. Ce n'étaient pas des blagues, mais de vraies catégories de produits. La convergence IA matérielle dépassait les robots. Lenovo et Motorola ont marqué le salon avec une déclaration forte dans la sphère de Las Vegas. Lenovo a dévoilé des concepts de PC portables, enroulables transformant l'écran standard en ultra large. Le ThinkPad Rollable XD enroule son écran OLED autour du couvercle pour former un second écran externe. Ce ne sont encore que des concepts, mais l'ingénierie est déjà très avancée. Lenovo cherche à voir si la flexibilité est vraiment utile ou juste un gadget. Motorola a aussi présenté son modèle pliable façon livre lors de l'événement, dépassant ainsi les pliables à clapette. Le Razr Fold possède un écran externe de 6,6 pouces, un interne de 8,1 pouces et une caméra de 50 mérans. Les prix et spécifications seront annoncés plus tard cette année. Le format place déjà Motorola en concurrence directe avec Samsung et Google, dans un secteur autrefois fermé. Motorola a aussi présenté le stylet Moto Pen Ultra, 4096 niveaux de pression, et le tracker Moto Tag 2, dont l'autonomie est doublée par rapport à l'ancien modèle. Le salon a aussi relié le matériel aux événements mondiaux. Lenovo et la FIFA ont annoncé l'intégration d'avatars 3D à base d'IA pour l'arbitrage et la diffusion de la Coupe du Monde 2026. Grâce à l'IA générative et à des éléments 3D, Lenovo réalise des répliques numériques réalistes de joueurs, intégrant des attributs physiques précis comme la taille. Ces avatars serviront lors de rediffusions hors site et d'autres visuels d'arbitrage, offrant un contexte plus clair aux fans dans les stades et à la maison. L'annonce, moins remarquée face aux gadgets tape à l'œil, illustre comment la visualisation par IA devient une infrastructure plutôt qu'un divertissement. Côté informatique, les puces ont beaucoup contribué. Intel a lancé ses processeurs Core Ultra Série 3 Panther Lake sur le procédé Intel 18A. Ces puces offrent jusqu'à 27 heures d'autonomie sur les ordinateurs portables, un chiffre autrefois jugé absurde. Récemment, Intel a présenté le carte graphique intégrée ARCB 390, promettant des performances dédiées et une bonne autonomie. Les précommandes des portables Panther Lake sont ouvertes, expédition prévue le 27 janvier. Intel a confirmé développer une plateforme de jeux portable Panther Lake, avec un processeur exclusif pour console portable nommé Core G3. Les spécifications restent confidentielles, mais l'intention est claire. Intel veut s'imposer sérieusement dans un secteur que AMD domine depuis des années. AMD a profité de l'occasion pour souligner son positionnement agressif dans ce domaine. La PDG de l'IA, Lisa Su, a prédit que l'IA passerait d'1 à 5 milliards d'utilisateurs actifs en 5 ans. AMD a dévoilé les processeurs Ryzen AI 400 et les puces serveurs ePike, essentielles pour les appareils personnels et les centres de données. Réaction du marché modérée, mais message fort, Nvidia durcit sa position. Jensen Huang a montré que Nvidia ne privilégie plus les GPU grand public. Au CES, aucune nouvelle carte GeForce n'a été annoncée. Nvidia a plutôt évoqué les infrastructures d'IA, la robotique, les véhicules autonomes et des plateformes de centres de données massives, comme Vera Rubin passant en production. Huang a souvent parlé de IA physique, montrant que Nvidia veut alimenter des machines interagissant avec le monde réel. L'accent mis sur les systèmes physiques s'étend à l'énergie.
Commonwealth Fusion Systems collabore avec Nvidia et Siemens pour créer un jumeau numérique de son réacteur à fusion Spark. Spark, réacteur de démonstration en construction dans le Massachusetts, a déjà installé son premier aimant de 24 tonnes. Le logiciel de Siemens est utilisé pour concevoir et exploiter des systèmes qui n'existent tout simplement pas encore sous forme commerciale. L'objectif n'est pas de produire de l'électricité rapidement, mais de prouver que la fusion peut être conçue, simulée et mise à l'échelle. La fusion était vue comme un problème d'ingénierie à résoudre. Même la technologie grand public intégrait déjà fortement l'IA. Nosh a présenté son robot chef doté d'IA, un appareil de comptoir qui prépare des plats en une seule casserole à partir de plus de 500 recettes. Les utilisateurs préparant les ingrédients une fois les placent dans des plateaux et l'appareil gère tout en s'adaptant aux préférences alimentaires comme moins de sodium ou d'épices. La machine haute de 40 cm et large de 56 cm sera lancée sur Kickstarter le 1er février à 1200 $ pour les premiers contributeurs, puis à 2000 $ en prix public. L'expédition est prévue 60 jours après le lancement. Cela évoquait l'arrivée progressive de l'automatisation dans les cuisines. Blumen 8 montrait une autre forme d'intelligence. Les cadres en toile et INK affichent avec une faible consommation des photos personnelles ou des œuvres d'art générées par l'IA. Ils fonctionnent 1 à 3 ans sur une batterie sans rétroéclairage. Les cadres vont jusqu'à 28,5 pouces avec un nouveau modèle 10 pouces à moins de 200 $. Cette technologie illustre comment l'IA entre discrètement dans les foyers. La technologie pour enfants était aussi présente. Nodi a présenté un appareil portable pour enfants non prêt au smartphone, permettant messages vocaux, streaming Spotify contrôlé et contact validé par les parents. Les prix débutent à 149 $ en Wi-Fi et 179 $ en LTE avec une autonomie de plusieurs jours. L'entreprise a levé 1,3 million de dollars et prévoit de lancer le produit aux États-Unis cet été. La communication IA pour les enfants est déjà commercialisée. Même la technologie de beauté est concernée. Hippolish a présenté des faux ongles à changement de couleur avec un nanopolymère électrophorétique, technologie développée depuis plus de 10 ans. Les utilisateurs ont accès à plus de 400 couleurs via une application. Le kit coûte 95 $, les recharges 6,50 $. L'entreprise détient 23 brevets sur cette technologie et prévoit de commencer les livraisons en juin. Le matériel de jeu a eu sa propre vague. Lenovo a lancé une version SteamOS du Legion Go 2, répondant à une des principales critiques des consoles portables Windows. La version SteamOS sera lancée à 1199 $, un peu plus cher que le modèle Windows. Nvidia a présenté DLSS 4.5 qui permet une génération multi-images jusqu'à 6 fois, générant 5 images IA pour chaque image rendue. AMD a discrètement remplacé le Ryzen 79800 X3D par le 9850 X3D avec 400 MHz de plus. C'est une petite mise à niveau, mais cela permet à AMD de conserver sa domination dans le jeu vidéo. Les écrans ont pris de l'ampleur. Samsung a dévoilé un aperçu de sa TV micro RGB de 130 pouces et LG a lancé sa gamme micro RGB Evo jusqu'à 100 pouces. La technologie micro RGB, avec ses LED auto-émissives rouge, vert et bleu, offre une meilleure luminosité et précision des couleurs que le mini LED. Dell a présenté un moniteur Ultra Sharp 6K de 52 pouces, soulignant l'évolution de l'informatique visuelle. Il y a aussi eu ces instants calmes et étranges du début du salon. Jason Calacanis a offert jusqu'à 25 000 $ pour un mini-lab authentique de Theranos. Jackery a dévoilé Mars, un robot station d'alimentation autonome qui se recharge seul avec ses panneaux solaires rétractables de 300 watts. Lego propose des briques intelligentes avec capteurs, puces, lumière et haut-parleurs, débutant avec des sets Star Wars interactifs au mouvement et à la proximité. Aucune de ces nouveautés ne donnait l'impression d'être du remplissage. Elles ressemblaient à des expériences susceptibles de devenir de véritables catégories. À la fin de la journée, il était difficile d'ignorer cette tendance. Le CES 2026 n'a pas évoqué le futur timidement, il l'a montré déjà prêt. Le deuxième jour du CES 2026 a été intense. IA physique, robots humanoïdes de diverses entreprises, IA industrielle, engins de chantier, robots autonomes pour aéroports et une voiture autonome de niveau 4 dotée d'un superordinateur embarqué réalisant plus de 8000 milliards d'opérations par seconde. Pour le grand public,
on a découvert des lunettes intelligentes autonomes, un scanner de santé couvrant plus de 60 biomarqueurs des chargeurs de véhicules ultra puissants, des assistants IA embarqués dans les voitures et d'autres innovations. Dans cette vidéo, je vais décomposer tout ce qui compte vraiment de la deuxième journée, alors parlons-en, d'accord ? La robotique a de nouveau dominé le salon avec une diversité d'approches, de tailles et de rôles, bien au-delà d'une seule entreprise ou d'un humanoïde. Neura Robotics illustrait ce changement avec son humanoïde nouvelle génération 4Ne1, mettant l'accent sur le raffinement. Les mouvements étaient plus précis, l'équilibre plus fluide et l'interaction mieux maîtrisée. Le robot est fait pour travailler dans des espaces humains sans cage de sécurité, donc la détection de la force, la perception et la conformité priment sur la vitesse. À côté, Neura a dévoilé un humanoïde plus petit destiné à l'éducation, la recherche et aux espaces où taille et poids comptent. L'essentiel était que les deux robots partagent la même intelligence, permettant de transférer les compétences d'une plateforme à l'autre sans tout recommencer. Neura a aussi dévoilé une plateforme quadrupède, confirmant discrètement ce que beaucoup d'entreprises admettent, les robots bipèdes ne sont pas toujours la solution. La stabilité du terrain et la mission déterminent la forme. Fourier Intelligence adopte une approche totalement différente. Leur humanoïde GR3 a été conçu pour les soins, la rééducation et la santé. Ses mouvements étaient involontairement plus lents. La conception favorisait prévisibilité et sécurité, pas la vitesse. Dans les hôpitaux et espaces de vie assistés, les mouvements brusques posent 10 problèmes. Fourier a présenté le GR3 comme un appareil pour assister les patients, aider à la mobilité et fonctionner avec des personnes à mobilité réduite ou imprévisible. Ils ont aussi dévoilé une version réduite du CareBot, utilisant le même système d'intelligence. Même principe, un cerveau unique, plusieurs corps adaptés à des rôles précis. Agibot a choisi une approche audacieuse en dévoilant une gamme complète de robots. La série A2 était composée d'humanoïdes grandeur nature, destinés à la navigation, à l'interaction et aux tâches diverses. La série X2 proposait des humanoïdes compacts pour l'éducation, les démonstrations et les environnements sociaux. La série G2 ciblait les environnements industriels pour la gestion des charges, là où coût et taille limitaient le déploiement. Le D1 quadrupède, conçu pour inspecter et traverser des terrains, surpassait les roufs grâce à ses jambes. Agibot a aussi présenté OmniMain, un système habile pour les tâches de motricité fine. La maturité était l'essentiel à retenir. Ensuite, Caterpillar a intégré l'IA industrielle avec CAT-IA, un système qui fonctionne localement sur la machine via NVIDIA, sans dépendance au cloud. Le matériel Jetson Tor sur les chantiers et sites miniers sans connectivité fiable nécessite des décisions locales. CAT-IA traite d'énormes flux de données de capteurs en temps réel, offrant aux opérateurs des conseils, des alertes de sécurité et des analyses de performance. Les machines échangent des données sur le terrain, la météo, l'équipement et le travail. L'entreprise décrit cela comme un système nerveux numérique pour les chantiers. Cette description définit l'IA utilisée comme infrastructure, idée reprise par Oshkosh dans l'aviation. Ils ont présenté des robots autonomes pour soutenir les rotations d'avions sur les pistes d'aéroports. Ces machines guident les avions, gèrent les tâches au sol et assurent les opérations même par temps extrême. L'objectif est de réduire les retards, d'améliorer la sécurité et de renforcer la coordination. Des tests sont déjà en cours avec de grandes compagnies aériennes et le déploiement est prévu dans les grands aéroports centraux. Tout d'abord, il s'agit d'une automatisation visant l'un des environnements les plus critiques en matière de temps dans les transports. La société Sentigen Technologies a ajouté une pièce plus petite mais importante avec le Rovar X3. Ce robot d'extérieur robuste se déplace sur escalier et terrain irrégulier, idéal pour l'inspection et la surveillance. La plateforme compacte et profilée reste stable sur les marches ou terrains difficiles, contrairement aux robots à roues d'intérieur. Le Rovar X3 transporte caméras et capteurs et fonctionne en extérieur ou en milieu semi-industriel, comme des installations, campus ou sites d'infrastructure. Elle sert surtout à la mobilité et à la collecte de données, pas à l'interaction ou la manipulation. Pouvoir monter les escaliers supprime une contrainte majeure et permet de changer d'étage sans intervention manuelle. Plateforme d'inspection conçue pour fonctionner de façon répétée dans des environnements physiques irréguliers et peu adaptés aux robots. Les recherches en robotique domestique ont continué avec le concept Cyberx de Dream, qui a choisi de séparer le problème plutôt que de faire monter un aspirateur les escaliers.
Cyberx transporte mécaniquement un aspirateur robot entre les étages. Grâce à des chenilles articulées, il maintient l'équilibre, agrippe les marches et gère les changements de hauteur. Cette approche voit les escaliers comme un problème physique, non logiciel, ce qui est rafraîchissant. Cela montre que les entreprises continuent d'expérimenter avec la forme et l'architecture, au lieu de faire semblant qu'un seul design convient à toutes les maisons. Au-delà de la robotique, cette partie du salon mettait en avant du matériel expérimental, et l'un des exemples les plus clairs était l'avion en mousse Vetol pliable de Flywing. Le design permet un décollage et un atterrissage verticaux, puis un vol horizontal efficace grâce à ses ailes fixes, idéales pour les espaces restreints. La cellule, en mousse légère, réduit le poids et intègre des moteurs pour portance et propulsion. L'appareil intègre un système FPV diffusant une vidéo en direct vers des lunettes via la technologie sans fil longue portée O4 de DJI. Le suivi de la tête intégrée permet à la caméra d'accompagner les mouvements du pilote, offrant une vue cockpit au lieu d'une image fixe du drone. Cette configuration vise l'immersion et le contrôle précis, plutôt que le vol autonome. Flywing annonce une vitesse de près de 120 km/h et jusqu'à 60 minutes d'autonomie dans des conditions idéales, ce qui est long pour une Vettal de cette taille. Le kit complet, vendu environ 2000 $, inclut propulsion et équipement FPV, ciblant surtout les utilisateurs avancés ou passionnés, plutôt que les pilotes de drones occasionnels. Techniquement, le produit se situe entre les quadricoptères classiques et les appareils FPV à voilure fixe, alliant la flexibilité verticale de l'un à la portée et la rapidité de l'autre. Très bien, Regno a présenté les lunettes intelligentes X3 Pro dont le point clé est qu'elles fonctionnent sans téléphone. Ces lunettes autonomes gèrent notifications, navigation, rappels et assistants directement grâce à leur traitement et connectivité intégrée. Cela modifie leur utilisation car il n'est plus nécessaire de constamment les jumeler, déverrouiller ou sortir un téléphone pour s'en servir. Le X3 Pro est conçu avec une monture légère intégrant caméra, microphone et haut-parleur. Regno propose un affichage compact, avec des infos minimales et lisibles, sans chercher à remplacer un écran de portable ni à créer une réalité augmentée complète. L'affichage diffuse brièvement des infos, notifications, alertes, traduction, réponse d'assistants, sans gêner la vision ni demander une attention soutenue. Le traitement embarqué exécute localement des tâches d'IA basiques, tandis que la connectivité gère les requêtes cloud si besoin, équilibrant latence et autonomie de batterie. Au lieu de proposer des visuels lourds, le X3 Pro se concentre sur l'interaction de type assistant et la conscience contextuelle, où les lunettes agissent davantage comme une couche d'interface légère que comme une plateforme visuelle. C'est plutôt un terminal d'IA portable qu'un casque de réalité augmentée, d'où sa meilleure intégration au quotidien. Les gadgets grand public privilégient désormais des usages pratiques. Clix a dévoilé un téléphone communicateur avec clavier physique, destiné à ceux qui valorisent la saisie, précision, retour tactile, contrôle, stockage extensible et boutons matériels confirment ce choix. Il veut être utile, pas à la mode. BirdBuddy revient avec le BirdBuddy 2 Mini, une mangeoire compacte et intelligente dotée de détection d'oiseaux par IA. Il combine reconnaissance visuelle et analyse audio pour identifier les espèces, puis envoie notifications, vidéos et journaux d'activité aux utilisateurs. Le petit format et le prix réduit rendent ce produit accessible à plus de gens. Cela montre aussi comment l'IA améliore les loisirs sans devenir une surcharge technologique. Luna a présenté le Luna Band qui élimine l'écran. Aucun affichage, aucune notification, rien pour attirer l'attention en continu. Il suit la santé, propose un accompagnement vocal et via application sans abonnement. Conçu pour ceux cherchant un suivi sans distraction, cela reflète la tendance à réduire la dépendance aux écrans. La sécurité personnelle a été sérieusement améliorée grâce à la lampe de poche disponible au bon moment. Cet appareil intègre le GPS, la connectivité LTE, l'enregistrement vidéo et la réponse d'urgence dans un seul outil portatif. En cas de problème, il active des protocoles d'urgence et diffuse de la vidéo en direct. Présenté comme un compagnon de sécurité plutôt qu'un simple gadget, cette distinction est importante. Les appareils audio portables évoluent avec les écouteurs OpenFit Pro de Shock, qui sont des écouteurs à oreilles ouvertes conçus pour permettre aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement tout en offrant une meilleure qualité sonore et une gestion du bruit améliorée. Pensés pour le mouvement, l'extérieur et un port prolongé sans isolement, ils offrent puissance et mobilité. Compatible avec le chargeur 2 de Bluetooth,
conçu pour recharger les véhicules via des stations d'alimentation portables haute capacité. La puissance atteint 1200 watts fournis directement par le système électrique du véhicule. C'est un grand progrès par rapport aux prises 12 volts classiques, limitées à environ 100 watts. En termes pratiques, cela signifie que vous pouvez recharger de grandes stations de batterie en une fraction du temps pendant que vous conduisez, au lieu d'avoir besoin de plusieurs heures ou d'une source d'alimentation externe. Le chargeur 2 s'intègre au système électrique d'un véhicule et gère le flux d'énergie bidirectionnel. Il peut inverser la charge, permettant de démarrer un véhicule ou de maintenir la batterie via une station d'alimentation connectée. Cela le rend utile pour les fourgons aménagés, véhicules de travail, voyages hors réseau et installations d'urgence où la fiabilité est essentielle. Ce n'est pas un simple accessoire, mais un module de gestion d'énergie pour les véhicules nécessitant un stockage d'énergie portable. Clever K9 a lancé une cage pour chiens intelligente avec technologie connectée pour la sécurité et le confinement. La cage dispose d'une application pour verrouiller ou déverrouiller les portes à distance, facilitant la gestion de l'accès sans présence physique. Des capteurs à l'intérieur de la cage surveillent des paramètres comme la température et l'état de l'environnement, aidant à garantir que l'espace reste sûr pour l'animal. Le système privilégie l'automatisation plutôt que la nouveauté. La cage s'intègre aux alertes et routines, réagit à la fumée ou à la qualité de l'air et se déverrouille automatiquement. Ce produit de niche montre que le matériel connecté dépasse le divertissement et la commodité pour jouer un rôle en surveillance et sécurité. Même dans des domaines comme les soins aux animaux, où la fiabilité compte plus que les fonctionnalités tape à l'œil, Deskmate a ajouté une touche mécanique aux installations de bureaux. Avec un support de téléphone motorisé conçu pour suivre les mouvements et ajuster l'orientation en temps réel grâce à des moteurs et des capteurs intégrés, le support pivote et s'incline physiquement pour que le smartphone monté reste toujours face à l'utilisateur. La caméra et l'écran du téléphone restent alignés sans recadrage numérique ni astuce logicielle. Deskmate transforme un smartphone en appareil de bureau à suivi facial pour appel vidéo, visionnage ou interaction d'assistants. Cette approche évite d'ajouter un écran ou un processeur dédié, utilisant à la place une mécanique simple pour étendre l'utilité du matériel que les gens possèdent déjà. Ce petit exemple montre comment le mouvement physique, avec les appareils existants, crée de nouveaux modèles d'interaction sans complexifier le système. Withings Body Scan 2 révolutionne la santé en mesurant plus de 60 biomarqueurs en 90 secondes. Elle surveille la santé cardiaque, nerveuse, vasculaire, métabolique et l'activité électrodermale. Les utilisateurs, pieds de nu, tiennent des capteurs pour capter les signaux électriques. Les données sont suivies dans une appli par abonnement, axée sur les tendances. Withings présente cela comme une technologie de santé préventive, pas un accessoire de fitness. La technologie automobile s'est fortement orientée vers l'intégration de l'IA et Ford a présenté l'une des feuilles de route les plus claires et les mieux structurées. L'entreprise a annoncé un assistant vocal basé sur l'IA qui sera d'abord déployé dans son application mobile, puis directement intégré au véhicule. Ce qui importe ici, c'est le niveau d'intégration. Cet assistant accède aux systèmes et données du véhicule, pas seulement à l'infodivertissement. Les conducteurs peuvent demander des infos sur la durée de l'huile, l'état des pneus, la batterie, l'autonomie, la charge et l'entretien. L'assistant utilise le langage naturel et de grands modèles linguistiques sur Google Cloud. Mais Ford précise qu'il utilise des modèles standards enrichis de ses propres données, sans créer de modèle propriétaire de zéro. Ford a également profité de l'annonce pour présenter son calendrier plus large en matière d'autonomie. La future plateforme universelle de véhicules électriques, attendue en 2027, vise à réduire la complexité de fabrication et les coûts au matériel de 30% par rapport aux systèmes actuels. Cette plateforme servira de base à la prochaine génération d'assistants de conduite. Ford prévoit la conduite sans surveillance visuelle pour 2028 avec une autonomie point à point comparable aux systèmes avancés main libre sur autoroute. Ford compte principalement développer en interne les modules informatiques et l'architecture électronique. Cette approche permet à l'entreprise de mieux contrôler les coûts, les mises à jour et le support logiciel à long terme. Tensor a abordé l'autonomie dans le sens inverse, en commençant par la puissance de calcul et en construisant un véhicule autour de celle-ci. L'entreprise a dévoilé sa robovoiture autonome niveau 4 conçue autour de l'IA plutôt que d'adapter un véhicule électrique. La voiture intègre un superordinateur embarqué, composé de 8 systèmes sur puce NVIDIA Drive AGX Thor, utilisant l'architecture GPU Blackwell. Ce matériel fournit plus de 8000 milliards d'opérations par seconde, permettant à la perception,
planification, prédiction et contrôle de fonctionner ensemble avec redondance. Cette puissance de calcul gère les environnements urbains complexes sans dépendre du traitement à distance. Les capteurs répondent à cette exigence. Tensor utilise une double configuration. LiDAR Halo Hyper, couvrant 360 degrés et générant jusqu'à 25 millions de faisceaux par seconde. Un second LiDAR Sentinel détecte à courte distance et couvre les angles morts, améliorant la détection des piétons, cyclistes et obstacles proches. Les lidars, caméras et radars créent des couches de perception superposées, ce qui est essentiel pour l'autonomie de niveau 4 où le système gère la conduite sans intervention humaine dans des conditions définies. Tensor a aussi souligné ses avancées réglementaires. Elle possède l'un des premiers permis de test sans conducteur pour véhicules de passagers en Californie. Il a précisé que près de 9 ans ont été consacrés à valider le matériel et la pile d'autonomie. Les livraisons de la robovoiture débuteront fin 2026, les premiers marchés ouvrant en 2027. L'implication de Lyft lie cette technologie à un déploiement réel. Les véhicules de Tensor sont conçus dès l'origine pour s'intégrer au service de VTC, et non comme une option ajoutée après coup. Les systèmes d'itinéraires, de gestion de flotte et d'interaction passagers sont conçus pour s'intégrer à la plateforme Lyft. L'objectif est de déployer des véhicules autonomes pour des clients payants, où disponibilité, sécurité, performance et efficacité sont aussi importantes que la technique. Dell a mis à jour sa gamme XPS 14 et 16 pour 2026 avec des processeurs Intel Core Ultra, des écrans OLED et un design en aluminium élégant, complétant l'écosystème PC. Samsung reste leader sur les ordinateurs portables Windows haut de gamme avec sa gamme Galaxy Book 6 axée sur l'IA et la performance. HP a étonné avec l'EliteBoard G1A, un ordinateur intégré au clavier. En adaptant une vieille idée au travail, la technologie audio et lifestyle a complété l'ensemble. Audio-Technica a lancé la platine ATLP Sept X, modernisant sa gamme avec des composants et une connectivité améliorée. Victrola a lancé la Soundstage, une base tout en un à placer sous une platine vinyle pour simplifier l'installation sans perdre en qualité sonore. Voilà la situation actuelle. D'autres nouveautés arrivent et je les couvrirai prochainement. Tous les grands modèles d'IA actuels reposent sur une idée vieille de plus de 10 ans. Ça fonctionne, s'adapte à grande échelle, et on pensait tous que ça ne progresserait pas plus. DeepSeek affirme qu'il existe une autre voie. Si cela se confirme, cela changera la façon de construire les futurs modèles puissants. L'ancien concept n'était pas mauvais, il était nécessaire. Sans lui, l'IA moderne n'existerait tout simplement pas. Mais il y avait un compromis. Il permettait de garder les modèles stables, mais au prix de limiter la quantité d'informations qu'ils pouvaient faire circuler en interne. Pour comprendre l'action de DeepSeek, il faut d'abord saisir un problème fondamental lié à l'agrandissement des modèles d'IA qui sont composés de couches. Une invite entre dans la première couche, cette couche effectue un certain travail, puis transmet le résultat à la couche suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que la couche finale produise une réponse. Lors de l'entraînement, si la réponse est fausse, un gradient circule en sens inverse à travers les couches pour leur indiquer les ajustements à faire. Il y a des années, les chercheurs ont constaté que forcer les gradients à traverser chaque couche pouvait causer des signaux qui s'estompent ou explosent. Pour résoudre ce problème, ils ont inventé ce qu'on appelle des connexions résiduelles, lorsque les connexions résiduelles ont été introduites. Elles ont non seulement amélioré les modèles, mais aussi sauvé l'apprentissage profond d'une impasse, car l'entraînement des réseaux profonds était auparavant fragile. Empiler des couches ralentissait l'apprentissage après une certaine profondeur, les gradients disparaissaient et les performances chutaient. Les connexions résiduelles ont révolutionné l'entraînement des réseaux profonds en offrant un raccourci fiable pour la circulation de l'information, rendant l'apprentissage stable et efficace. Ce succès a consolidé cette approche. Quand quelque chose marche bien, on ne le remet plus en cause. Peu à peu, les connexions résiduelles sont devenues une infrastructure, plus un choix de conception. On supposait leur correction. Les concepteurs se concentraient sur de meilleurs mécanismes d'attention, plus de données, de paramètres, le routage expert et les lois d'échelle. Le flux d'informations entre les couches n'a presque pas changé. Les connexions résiduelles restaient stables, prévisibles et compréhensibles, remplissant leur rôle. Le compromis était subtil. La stabilité venait au détriment de la flexibilité. L'information pouvait circuler proprement, mais elle était contrainte de passer par un chemin très étroit. Tout devait passer par ce seul flux résiduel.
Pendant des années, cette limitation n'était pas évidente. L'augmentation de la taille des modèles et des données apportait des progrès, mais face à des tâches de raisonnement complexes, ce chemin interne est devenu un goulot d'étranglement. Non pas parce qu'il était défectueux, mais parce qu'il remplissait parfaitement sa fonction. Voici où cela devient intéressant. Récemment, les chercheurs se demandent s'il serait possible de faire passer plusieurs flux d'informations simultanément par ces raccourcis, plutôt qu'un seul. Plus de communication, capacité et flexibilité ont donné naissance aux hyperconnexions, qui élargissent le flux de données internes. Plusieurs flux parallèles interagissent au lieu d'un unique flux résiduel. Sur le papier, c'est une nette amélioration. Le modèle a plus d'espace de travail, combine mieux les informations et gère mieux le raisonnement complexe. L'entraînement commence normalement. Perte en baisse, métriques en hausse, rien d'anormal. Le problème survient plus tard, quand l'entraînement progresse et que la profondeur augmente. Ces flux non contraints commencent à interagir de manière instable. Les signaux sont amplifiés. Couche après couche, les gradients deviennent plus grands que prévu. Tout semble encore aller bien jusqu'à ce que, soudainement, ce ne soit plus le cas. Les courbes de perte montent en flèche, les normes des gradients explosent, l'entraînement s'effondre brutalement. Parfois, cela arrive après 10 000 étapes, parfois plus tard. Le problème principal, c'est que ce n'est pas progressif. Un point de contrôle fonctionne, le suivant est inutilisable. Ce genre d'échec est inacceptable, à grande échelle. Les grands entraînements coûtent cher, sont lents et difficiles à déboguer. Les architectures qui échouent tardivement restent risquées, même si elles paraissent prometteuses lors de petits tests. Ainsi, les hyperconnexions n'ont jamais été généralisées dans les grands modèles de production, non pas à cause de l'idée, mais du manque de contrôle. Dès que les flux sont autorisés à se mélanger librement, l'instabilité devient inévitable. C'est précisément sur ce point que DeepSeek s'est concentré. La méthode de DeepSeek, appelée hyperconnexion à contrainte de variété, HCV, semble complexe mais repose sur une idée simple. Ils veulent que DeepSeek gère lui-même le mélange de ses flux internes, au lieu de les laisser se mélanger. L'idée principale est que les flux simples échangent des infos, tout en gardant la force du signal constante. Ils imposent de cela en forçant les matrices, qui mélangent les flux résiduels à suivre des règles strictes. Chaque ligne doit avoir une somme égale à 1. Chaque colonne doit avoir une somme égale à 1. Concrètement, l'information peut être redistribuée et mélangée, mais jamais amplifiée ou atténuée. Cela conserve le comportement identitaire des connexions résiduelles, assurant une bonne circulation de l'information dans le réseau. Désormais, elle peut aussi se déplacer latéralement entre les flux de façon contrôlée. DeepSeek utilise l'algorithme SynCore-NNOP pour projeter les matrices de mélange sur le polytope de Birkhoff, un espace géométrique doté d'une propriété essentielle. Lorsque ces matrices sont multipliées à travers les couches, ce qui se produit exactement lors de l'entraînement profond, le résultat reste stable. L'amplitude du signal reste bornée au lieu de dériver avec le temps. C'est pourquoi MHC réussit là où d'autres ont échoué. La contrainte n'est ni ajustée ni approximative, sa stabilité structurelle est garantie par les mathématiques elles-mêmes, et non par des choix minutieux d'hyperparamètres. Une fois que cette stabilité est assurée, élargir le flux résiduel devient pratique au lieu d'être dangereux. C'est l'idée clé que DeepSeek a trouvée: comment conserver la stabilité des connexions résiduelles à l'ancienne, tout en bénéficiant de la capacité supplémentaire de plusieurs flux. Les analystes parlent d'avancées remarquables, car cette architecture a été testée sur de vrais modèles, ce n'est pas qu'une théorie. Ils ont entraîné des modèles de 3, 9 et 27 milliards de paramètres avec MHC, puis des modèles équivalents avec des hyperconnexions standards. Sur 8 benchmarks, les modèles MHC ont constamment surpassé les autres, surtout pour les tâches demandant beaucoup de raisonnement. Sur GSM 8K, un benchmark de raisonnement mathématique, le modèle à 27 milliards de paramètres est passé de 46,7 à 53,8. Sur BBH, un benchmark de raisonnement logique, il est passé de 43,8 à 51. Sur MMLU, qui évalue les connaissances générales, le score était passé de 59 à 63,4. À cette échelle, ces grands changements comptent vraiment. Cela fonctionne bien car élargir le flux résiduel offre plus d'espace de travail au modèle. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des couches ou des paramètres, mais de modifier la circulation de l'information dans le modèle. C'est un axe d'extension différent qui complète les méthodes classiques, comme ajouter de la puissance ou des données. Élargir les flux implique souvent un coût. Plus de flux entraîne plus de données en mémoire, plus de pression sur les GPU et un entraînement ralenti. C'est là que l'ingénierie de DeepSeek est aussi importante que les mathématiques.
Ils n'ont pas juste proposé une idée, ils ont aussi reconstruit une grande partie de la pile d'entraînement. Ils ont écrit des noyaux GPU personnalisés avec Tilang pour fusionner les opérations. Le GPU traite davantage chaque bloc avant de le renvoyer, évitant de multiples transferts de données et économisant ainsi beaucoup de temps. Ils appliquent aussi la recomputation sélective. Plutôt que de stocker toutes les activations intermédiaires, ils en recalculent certaines lors de la rétropropagation. Cela réduit beaucoup l'utilisation de la VRAM. En plus de cela, ils ont soigneusement superposé la communication et le calcul en utilisant une méthode de planification appelée Dual Pipe, masquant le transfert de données derrière le travail de calcul normal. Le résultat de toute cette optimisation est assez impressionnant. DeepSeek a multiplié par 4 la largeur effective du flux de données interne du modèle. Cependant, le temps d'entraînement n'a augmenté que d'environ 6,7%. La surcharge matérielle est d'environ 6,27%. C'est un faible prix pour 400% de capacité interne en plus. L'accès à la mémoire, plus que la puissance de calcul, est un des principaux goulets d'étranglement de l'entraînement IA, appelé le mur de la mémoire. DeepSeek a réussi à le dépasser sans avoir à utiliser des quantités absurdes de matériel pour résoudre le problème. Maintenant, prenez un peu de recul car DeepSeek a déjà la réputation de faire les choses différemment. En janvier 2025, ils ont lancé leur modèle R1 bouleversant l'industrie technologique et inquiétant une partie du marché boursier américain. R1 a prouvé que DeepSeek rivalise avec des modèles majeurs comme O-On de ChatGPT mais bien moins cher. Les analystes parlent d'un moment Spoutnik. Ce nouvel article se lit comme la suite de cette histoire. Wei Sun, analyste principal chez Counterpoint Research, l'a décrit comme une démonstration des capacités internes de DeepSeek. En repensant la pile d'entraînement et en alliant idées originales et expérimentations rapides, DeepSeek prouve que les limites de calcul ne les freinent pas. Ils savent les contourner. Il y a aussi un aspect stratégique. DeepSeek a publié ce travail ouvertement, sans le garder secret. Selon Lian Jiasu, analyste en chef chez Omdia, cette ouverture reflète une confiance croissante dans l'écosystème chinois de l'IA. Partager des idées clés et une valeur unique via les modèles est un avantage concurrentiel, pas une faiblesse. Les concurrents restent donc attentifs. Les analystes pensent que d'autres laboratoires testeront rapidement des architectures similaires dès que cette idée sera publique, car elle reste rarement isolée. Le moment de la publication de l'article a également suscité des interrogations. DeepSeek serait largement considéré comme étant en train de travailler sur son prochain modèle phare, R2. Attendu pour mi-2025, ce modèle a été retardé car Liang Wenfeng, le fondateur, jugeait ses performances insuffisantes. La pénurie de puces avancées a également joué un rôle, ce qui influence de plus en plus la façon dont les laboratoires chinois abordent l'entraînement. Fait intéressant, l'article ne mentionne jamais R2, mais DeepSeek a une certaine habitude. Avant R1, ils ont publié des recherches utilisées dans le modèle. Certains analystes pensent que MHC sera inclus dans la suite, d'autres restent prudents. Wei Sun a suggéré qu'il pourrait ne pas y avoir de R2 autonome, et que ces idées pourraient ainsi former la base d'un futur modèle V4. Surtout que les améliorations de R1 sont déjà dans le système V3 de DeepSeek, se pose aussi la question de l'impact hors de Chine. Alistair Barr de Business Insider a noté que les dernières mises à jour de DeepSeek n'ont pas vraiment intéressé les marchés occidentaux. La distribution est essentielle, et des laboratoires comme OpenAI et Google ont un net avantage. Même la meilleure technologie peine à s'imposer sans atteindre les utilisateurs. Techniquement, MHC est difficile à ignorer car il résout deux problèmes. Il rétablit la stabilité dans les architectures résiduelles larges et il le fait d'une manière suffisamment efficace pour être utilisé à grande échelle. L'article présente une analyse détaillée de la stabilité, y compris des mesures des normes de gradient et de l'amplification du signal à travers des dizaines de couches dans les hyperconnexions standards. Ces valeurs peuvent grimper jusqu'à des milliers. Avec MHC, elles restent proches de 1, même dans des réseaux profonds. C'est la différence entre un modèle stable à l'entraînement et un autre qui s'effondre après 12 000 étapes. DeepSeek a montré ces deux comportements, le contraste est frappant. Élargir la circulation de l'information dans un modèle donne de meilleurs résultats que d'ajouter des couches. Selon vous, qu'est-ce qui semble résolu en IA mais ne l'est pas? Partagez vos idées en commentaire. J'aimerais savoir selon vous jusqu'où ce changement architectural peut aller. Une vidéo virale montre un robot humanoïde marchant dans les rues de Chine aux côtés de policiers. Ce n'était pas une démonstration ni un événement technologique, c'était de vraies rues et de vrais agents des forces de l'ordre. À Shenzhen, les gens ont observé un robot appelé le T-8 se déplacer dans une zone publique animée aux côtés d'unités spéciales de la police.
La vidéo troublait car la scène paraissait ordinaire, comme si ce type de patrouille était déjà normal. Le robot vient d'Engine AI, et le nom T-800 prend soudainement tout son sens. Marchant aux côtés des policiers, il se déplaçait aisément dans la formation, en suivant leur rythme et leur présence. Son langage corporel semblait maîtrisé, presque entraîné, avec des mouvements qui paraissaient intentionnels plutôt qu'expérimentaux. La différence était évidente. Ce robot avait l'air prêt maintenant. Les images ont eu plus d'impact car elles suivaient une vidéo publiée par Engine AI quelques semaines auparavant. Dans cette scène, le PDG Sao Tongyang, protégé, fait face au T-800 qui le frappe à l'estomac et le fait tomber. L'instant paraît anodin. Pourtant, le message sous-jacent était clair. Cette machine peut exercer une force physique réelle, et l'entreprise a choisi ouvertement de montrer cette capacité. Cette décision est intervenue après que des vidéos précédentes du robot effectuant des coups de pied et des mouvements de combat ont suscité un débat en ligne. Certains spectateurs se sont demandé si les images étaient générées par des Nitarangé par ordinateur. Engine AI a levé tout doute. Le robot a interagi physiquement avec une personne devant la caméra, d'une façon sans équivoque, même en environnement contrôlé. Les robots humanoïdes sont désormais présentés comme des systèmes capables de nuire aux humains lorsqu'on leur en donne l'ordre. Cela marque un tournant dans la façon dont les robots sont perçus. Pendant longtemps, les robots étaient présentés comme des outils utiles conçus pour aider les gens tout en restant physiquement limités. Les machines industrielles étaient confinées derrière des barrières, les robots de service avançaient prudemment. Le T-800 bouleverse cette situation. Il représente une catégorie où l'intervention physique fait partie de la fonction prévue plutôt qu'une exception. Les partisans y voient d'avance des avantages évidents. Des robots ont déjà réduit les risques pour agents et civils grâce à des exemples concrets. À Lubbock, Texas, la police a déployé un robot de déminage lors d'une longue confrontation avec un suspect armé dans un motel. Le robot s'est avancé vers la menace, a déployé du gaz lacrymogène et a finalement immobilisé le suspect, permettant ainsi aux agents d'intervenir en toute sécurité. Bien que lente, sur roues et clairement mécanique, cette machine a changé la situation. Un système humanoïde apporte une nouvelle échelle de capacité. Un système adapté aux espaces humains peut circuler aisément dans cages d'escalier, couloirs, portes et foules. Il peut maîtriser des individus, utiliser la force si besoin et opérer là où les robots classiques échouent, transformant ainsi la gestion des scénarios policiers. Moteur. L'IAD a expliqué où cela mène. L'entreprise a levé plus de 180 millions de dollars et prévoit un déploiement et des tests à grande échelle dès 2026. Ces plans ciblent des environnements réels, des situations imprévues et une interaction continue avec le public. La question de savoir si les robots humanoïdes peuvent se déplacer naturellement ou générer de la puissance a déjà une réponse. Ce qui importe maintenant, c'est la rapidité avec laquelle les gens s'habituent à des machines capables d'intervenir physiquement dans le comportement humain. Chaque avancée sera présentée selon l'efficacité, la sécurité et le coût, chaque déploiement semblant raisonnable individuellement. Le plus troublant est la discrétion de cette transition. Sans annonce ni avertissement, le futur arrive calmement, accompagne l'autorité et attend d'être accepté. Une autre vidéo virale a encore fait avancer toute cette discussion, et le robot dans la séquence est le Gion construit par Unitree. Un ingénieur se tient devant lui, vêtu d'une combinaison de capture de mouvement. Le genre consiste à entraîner les humanoïdes en reproduisant immédiatement les mouvements humains. L'opérateur montre alors des gestes d'arts martiaux. Il lève la jambe pour donner un coup de pied, le robot le reproduit parfaitement puisqu'ils font face dans la même direction. Le mouvement se retourne contre lui, sa propre jambe se lève et le frappe, le projetant au sol, tandis que le robot continue de reproduire sa posture sans la moindre hésitation. La vidéo est virale car elle semble absurde au début, puis tout s'éclaire. Le robot n'a eu aucun bug, il a suivi les instructions rapidement et précisément. Une simple erreur humaine a causé un réel dommage physique, c'est l'essentiel. Le Gion sert à la recherche, l'entraînement et aux tests en conditions réelles. Les combinaisons de capture de mouvement sont fréquentes car elles permettent aux robots d'apprendre du corps humain plutôt que d'animations préprogrammées. La vidéo, publiée sur Bilibili, est vite devenue virale sur les réseaux sociaux chinois, puis dans le monde entier. Les entraînements de robots passent souvent inaperçus, mais celui-ci a impressionné par la rapidité et la précision des humanoïdes. Une simple erreur causait de la douleur. Unitree publie depuis des mois des vidéos du Gion montrant ses capacités physiques. En octobre, l'entreprise a diffusé un extrait Kung Fu Kid, où le robot exécute coups de pied, rotation, coups de poing, balayage et salto. Ils ont précisé que la vidéo n'était pas accélérée.
Certains ont aimé, d'autres se demandaient un petit peu son utilité, surtout pour les tâches quotidiennes. Unitree a été assez clair sur le fait que le Jion n'est pas destiné à être un robot domestique. Il est conçu pour la recherche, l'éducation et le développement dans les laboratoires et les universités. Le prix est d'environ 21 500 $. En novembre, Unitree a lancé la version Haru Jion-D pour la collecte de données et les tests en conditions réelles dans l'industrie, les services et la vente au détail. Il y a quelques jours à peine, lors du TechFest 2025 organisé à l'Institut indien de technologie de Bombay, le même robot était monté sur la scène principale et a offert une performance de danse en direct devant une foule nombreuse. TechFest attire étudiants, chercheurs, familles et technologues d'Asie, axés sur la recherche, les démonstrations et présentations d'ingénierie. Le moment marquant fut un robot dansant sur le titre viral FA9LA. Aussi appelé Chéri Balok, les téléphones se sont allumés dès que le robot dansait en rythme avec la musique, sous lumière et son de scène. Le G1 mesure un peu plus de 1,20 m, pèse environ 35 kg et possède un cadre articulé permettant des mouvements fluides de ses membres et de son torse. Des actionneurs électriques assurent sa stabilité, tandis que des caméras de profondeur et un lidar ajustent sa posture en mouvement. On l'a constaté lors de la performance, le robot est resté en rythme, a dansé avec fluidité et gardé son équilibre. Sous les projecteurs, musique forte et publique, cette apparition n'était pas unique. Récemment, les robots humanoïdes de Unitree ont réalisé des chorégraphies en direct en Chine, notamment avec le chanteur Wang Liham lors de grands concerts. Ces environnements exposent les robots à des vibrations, des variations d'éclairage, des surfaces irrégulières et des changements de timing absents des espaces de test. Le choix de la chanson a ajouté une dimension supplémentaire. FA9LA provient du film Bollywood Dhurandhar d'Aditya Dhar, devenu populaire pour son rythme et sa chorégraphie. Un robot humanoïde s'appropriant ce moment culturel a permis à la vidéo de vite se diffuser en ligne. La performance au TechFest a montré comment les robots humanoïdes commencent à apparaître dans des espaces créatifs publics en utilisant les mêmes capacités physiques développées pour la recherche et l'entraînement. Cette fois, c'était devant un public ordinaire. Très bien. L'histoire suivante, c'est que les robots humanoïdes sont désormais loués de la même manière que l'on loue des systèmes de sonorisation, des éclairages ou du personnel pour les événements. La société chinoise Agibot a lancé Qingtianrant, une plateforme dédiée à la location de robots humanoïdes. Entreprises et particuliers peuvent de réserver des robots pour divers événements comme mariages, réunions, concerts, expositions et salons professionnels. Les clients louent un robot à la journée, livraison et assistance incluses, au lieu de l'acheter. Les tarifs varient selon le robot et l'événement, d'après une grille tarifaire vue par les médias chinois. Le robot humanoïde, Unitree U2, dédié à la danse et au spectacle, se loue environ 690 $ par jour. Une option plus petite, le chien robot Unitree Go 2R est beaucoup moins cher, à environ 138 $ par jour. Le Yuanzhang A2 humanoïde d'Agibot, conçu pour l'interaction, se loue environ 1380 $ par jour. Tous ces prix incluent le transport et le personnel technique sur place. Qingtianrant est déjà actif dans 50 villes à travers la Chine. Le PDG d'Agibot, Li Yan, indique que la plateforme compte déjà 600 prestataires et plus de 1000 robots. L'entreprise vise une expansion rapide pour être présente dans plus de 200 villes en 2026. En coulisses, Agibot essaie d'organiser un marché qui a été chaotique. Les analystes notent que la location de robots en Chine subit des prix instables, des variations saisonnières de la demande et des systèmes incompatibles entre marques. Qingtianrant vise à standardiser ce processus en agissant comme une plateforme centrale qui relie les fabricants de robots, les fournisseurs de location et les clients. Louer des robots est devenu populaire cette année après l'apparition de robots humanoïdes Unitree au gala du Nouvel An chinois, faisant brièvement flamber les prix de location. Depuis, la concurrence a augmenté et plus de robots sont produits en masse, faisant baisser les prix. Le marché chinois de la location de robots, estimé à plus de 140 millions de dollars en 2025, devrait dépasser 1,4 milliard l'an prochain. Agibot a récemment franchi les 5000 unités produites, facilitant la gestion des locations à grande échelle. Des services similaires existent aux États-Unis, mais la Chine se distingue par l'ampleur et la coordination de son approche. OpenAI a lancé ChatGPT Santé, permettant de connecter vos dossiers médicaux et applications de bien-être pour des conseils personnalisés.
Ensuite, il formerait un système avancé capable d'effectuer un véritable travail de bureau de bout en bout en utilisant des données réelles de tâches professionnelles. De plus, GPT 5.2 a battu un record de raisonnement sur RCAGI2 et OpenAI évoque ses capacités. Le surplomb, c'est que ces modèles sont déjà en avance sur la façon dont les humains savent même les utiliser. D'accord? Alors commençons par le plus grand lancement officiel. ChatGPT Santé Open.ai a lancé une expérience santé et bien-être dans ChatGPT conçue comme un espace distinct. Ce n'est plus une simple discussion sur la santé. L'entreprise fait désormais de la santé un produit principal, ce qui, selon eux, est compréhensible. La santé, c'est déjà l'une des principales raisons d'utiliser ChatGPT. Et d'après une analyse anonymisée des conversations, Open.ai affirme que plus de 230 millions de personnes dans le monde posent des questions sur la santé et le bien-être sur ChatGPT chaque semaine. Ce chiffre est incroyable. Une grande plateforme sociale reçoit chaque semaine des questions de santé d'une vaste base d'utilisateurs et transforme cela en une expérience dédiée. Voici ce qui change avec la santé. Vos données de santé peuvent enfin être connectées, car elles sont dispersées dans la vie réelle. Un portail pour les analyses, un autre pour les comptes rendus et peut-être un PDF oublié. Ensuite, Apple Santé garde vos pas et votre sommeil, puis MyFitnessPal garde vos macros, puis votre application de montre connectée, et tout est déconnecté. Santé essaie de devenir l'endroit où toutes ces informations se rejoignent. Ainsi, les utilisateurs peuvent connecter leurs dossiers médicaux et leurs applications de bien-être directement dans Santé. Les exemples qu'ils donnent incluent Apple Santé, MyFitnessPal et Function pour les dossiers médicaux. Open.ai, en partenariat avec BeWell, présente le plus grand réseau sécurisé de données de santé connecté en temps réel pour les consommateurs américains. Santé peut accéder à certaines sources de dossiers médicaux américains. Une fois connecté, vous pouvez poser des questions nécessitant un contexte personnel, précise Open.ai. Santé vous aide à vous sentir mieux informé et mieux préparé, surtout pour des conversations médicales importantes, afin que vous puissiez interpréter les résultats d'examen avec plus de contexte, préparer des visites chez le médecin, comprendre les tendances ou optimiser une routine de bien-être en fonction de vos données connectées. Il mentionne même les décisions d'assurance, comme comprendre les compromis entre différentes options d'assurance en utilisant vos habitudes de santé comme contexte. Ce n'est pas du langage de chatbot, mais de l'aide à la décision. Open.ai prend désormais une position précise sur l'objectif de santé. Ils disent donc que cela aide les gens à jouer un rôle plus actif dans la compréhension et la gestion de leur santé et de leur bien-être. Ils affirment que cela soutient les questions du quotidien et les tendances à long terme, pas seulement les moments de maladie. Ils insistent sur la collaboration avec les cliniciens, aidant le patient à arriver préparé. Cette attention à la préparation et à la compréhension traverse toute la couverture du lancement. Un article présente même cela comme OpenAI, qui se positionne comme un acteur majeur de l'innovation en santé numérique à l'échelle mondiale, en particulier dans des régions comme la MENA, où l'adoption de la santé numérique est en hausse. La direction produit est claire. Open.ai veut faire de la santé un outil central de gestion personnelle. L'essentiel au lancement est la confidentialité et la sécurité. Cette catégorie repose sur la confiance. Ils ont créé un compartiment santé distinct dans ChatGPT avec plus de protection. Ils appliquent des protections en couche, utilisent des outils dédiés à la santé et mettent en place chiffrement et isolation pour sécuriser les conversations médicales. Et ils font la plus grande promesse de façon très directe. Les conversations sur la santé ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de base d'OpenAI. Ils séparent également le système de mémoire. Santé utilise des mémoires et stockages séparés pour les apps et fichiers liés sans les mélanger à vos discussions classiques. Les conversations santé restent accessibles dans votre historique. Les données restent dans l'espace santé, OpenAI précise aussi les règles de séparation. Le contexte non médical peut soutenir la santé, par exemple via des changements de mode de vie ou un déménagement. Le contexte santé reste confiné à l'espace santé et n'est pas abordé ailleurs. Les discussions normales n'accèdent ni aux fichiers ni aux mémoires de santé, c'est une porte à sens unique. Vous contrôlez vos mémoires de santé, consultez-les ou supprimez-les à tout moment dans l'espace santé ou les paramètres. Ils évoquent aussi l'authentification multifacteur comme protection supplémentaire, puis abordent les applications et intégrations. Open.ai indique que les applications ne se connectent qu'avec une autorisation explicite, même si elles existent déjà dans votre environnement ChatGPT. Connecter MyFitnessPal à Health n'est pas automatique, c'est un choix de votre part. Ils ajoutent que toute application Health doit respecter leurs exigences de confidentialité et de sécurité avec un examen supplémentaire. Ils évoquent la collecte des données minimales et précisent les informations accessibles lors de la connexion à une application, renforçant ainsi la confiance.
Vous pouvez retirer à tout moment l'accès d'une application ou d'un dossier médical dans les réglages, et l'accès est aussitôt coupé. Open.ai affirme avoir collaboré avec plus de 260 médecins dans 60 pays et de nombreuses spécialités sur 2 ans, recevant des retours importants. Ce groupe a donné plus de 600 000 retours sur les résultats du modèle dans 30 domaines. Ce n'est pas juste, nous demandons l'avis des médecins. C'est un vrai processus d'évaluation et d'amélioration où les retours des médecins modifiant la communication, la gestion des urgences, les conseils et la priorité à la sécurité. Et pour mesurer tout cela, OpenAI a créé HealthBench. Décrit comme un cadre d'évaluation élaboré avec l'aide de médecins, ils affirment qu'il évalue les réponses à l'aide de grilles rédigées par des médecins, qui reflètent la manière dont les cliniciens jugent la qualité dans la pratique. Sécurité, clarté, orientation adaptée et respect du contexte. Déployer les détails progressivement. L'accès anticipé commence avec certains utilisateurs sélectionnés, puis s'étend progressivement sur le web et iOS à l'échelle mondiale. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente. Il donne également les règles d'éligibilité. L'accès anticipé est réservé aux utilisateurs Go+ et Pro gratuits, hors EE, Suisse et Royaume-Uni. Les régions de l'EEE et du Royaume-Uni n'ont pas accès anticipé, probablement à cause de la réglementation de l'intégration des dossiers médicaux et d'applications réservées aux États-Unis. Apple Santé exige iOS. Il précise aussi les applications de santé. Apple Santé Fonction, MyFitnessPal, Weight Watcher, AllTrails, Instacart, Peloton. Il permet le téléchargement direct de fichiers dont les dossiers médicaux et résultats de laboratoire. C'est donc lié à la santé. Maintenant, parlons de l'autre aspect, parce qu'il développe aussi quelque chose qui pourrait bouleverser beaucoup d'emplois de bureau. Donc OpenAI développe un système avancé capable de gérer presque toutes les tâches quotidiennes de bureau et, dans de nombreux cas, de surpasser les humains dans cette catégorie. Il l'implique dans de réelles tâches de bureau et livrables, couvrant l'ensemble du flux de travail. Ils se sont aussi associés à Handshake AI. Ils recueillent des données de travail de sous-traitants dans divers métiers et la structuration montre clairement leur but. 2 éléments sont collectés. Les demandes de tâches sont les instructions reçues d'un responsable ou collègue pour accomplir une tâche, ainsi que les livrables associés. Et les livrables de tâches sont les résultats finis produits en réponse, y compris des formats réels comme des documents Word, des PDF, des présentations PowerPoint, des feuilles Excel et même des images. Et ce ne sont pas de petites tâches. Ils ont spécifiquement demandé aux sous-traitants de réaliser des travaux complexes qui prennent des heures, voire des jours. Ce détail indique que leurs systèmes d'entraînement sont axés sur des flux de travail longs. Le genre de travail où vous commencez quelque chose, faites une pause, revenez dessus, l'affinez, corrigez les erreurs, organisez les fichiers, puis livrez enfin une version finale. Si cela s'adapte bien, vous avez un système d'IA agissant comme un employé de bureau virtuel, une machine à flux de travail. Évidemment, il y a une couche de sécurité autour de tout cela. Les sous-traitants ont reçu pour consigne de retirer les informations propriétaires de l'entreprise et les informations personnelles identifiables avant de soumettre quoi que ce soit. C'est une protection pour éviter que des données sensibles ne deviennent une catastrophe de confidentialité. Ce système concerne surtout les emplois de bureau et cela se produit déjà, accélérant le processus. Le travail administratif est son le plus impacté. Saisie, planification, organisation, tableur, coordination. Les agents d'IA excellent déjà dans les tâches répétitives à grande échelle, ainsi que dans la création de contenu et le codage junior. Des entreprises réalisent le travail d'équipes entières, en associant un senior à l'IA. Cette tendance est déjà réelle, et elle s'intensifie à mesure que les systèmes s'améliorent. Le support client est également fortement impacté. Ces systèmes deviennent de plus en plus humains. Formés au vrai processus de résolution, ils découvrent le traitement des réclamations, l'escalade, l'explication des problèmes et la gestion de communication humaine complexe. Le travail des juniors évolue. L'IA accélère la lecture, l'extraction d'informations, la recherche et la rédaction juridique. Finance et comptabilité subissent aussi cette pression pour la tenue des livres et les calculs fiscaux. Les cabinets d'audit recourent à grande échelle à l'IA, réduisant ainsi les postes comptables de base. La conclusion reste simple. Les personnes qui apprennent à utiliser correctement ces systèmes deviennent nettement plus productives que celles qui ne le font pas. Apprendre à utiliser ces outils est essentiel, et les compétences humaines comme le leadership et la négociation prennent de la valeur. La pensée critique est essentielle car l'IA peut commettre des erreurs avec assurance.
Et le plus important, c'est de rester adaptable, parce que tout ce domaine évolue tous les 6 mois en ce moment. La troisième partie relance l'intérêt pour l'AGI. Greg Brockman annonce que GPT 5.2 dépasse le niveau humain sur ArcAGI2. C'est crucial car ArcAGI2 vise à révéler une des principales faiblesses des grands modèles. Cela signifie corpus d'abstraction et de raisonnement pour l'intelligence artificielle générale, version 2, et il a été conçu comme un test de raisonnement qui ne récompense pas la mémorisation de schémas. Chaque énigme est une nouvelle tâche, donc il est impossible de s'entraîner sur un grand ensemble de données pour obtenir un score élevé. Le but est de tester le raisonnement abstrait, l'induction et le transfert associés à la vraie intelligence générale. François Chollet et son équipe ont lancé ArcAGI2 en 2025, précisément dans ce but. François Chollet a souvent affirmé qu'un système performant uniquement sur des distributions connues n'est pas adapté à l'AGI. ARC ne mesure pas l'entraînement sur des textes internet, mais la capacité à découvrir une règle avec peu d'exemples, comme les humains. ArcAGI2 est désormais lié à un sujet souvent évoqué par Ilya Sutskever. Le paradoxe de la performance, des modèles brillent sur les benchmarks mais échouent en situation réelle. ArcAGI2 essaie de contourner cela en forçant les modèles à traiter des tâches inconnues où la reconnaissance de motifs n'est pas aussi efficace. Maintenant, voici où ça devient encore plus fou. Le bon record ne venait pas seulement d'un modèle amélioré. Le système poétique, fondé sur GPT-52xI, a largement dépassé les attentes pour les performances de ArcAGI2. Poétique a obtenu 75% de précision sur ArcAGI, 2 avec un coût inférieur à 8 $ par question. Et cela représentait 15 points de pourcentage de plus que le meilleur score précédent, et la partie intéressante, c'est la comparaison de ce score avec celui des humains. Sur ArcAGI2, la précision humaine atteint environ 60%, GPT-52xI était déjà proche de ce niveau moyen humain. Poétique l'a ensuite fait passer d'un niveau humain moyen à un solide 75%, soit nettement supérieur à la base humaine. L'essentiel, c'est comment Poétique a réussi. Il n'affirme aucune percée magique dans l'entraînement du modèle, ni avoir entraîné GPT 5.2 spécifiquement pour ARC. Ils promeuvent une architecture métasystème, soit une orchestration de la conception logicielle. Créer un système capable d'appeler le modèle de façon appropriée, étape par étape, pour résoudre la tâche. Ainsi, les systèmes deviennent plus intelligents, pas seulement plus grands. Le classement inclut aussi Gemini 3 Deep Think Preview, avec un score d'environ 46%, bien derrière GPT 5.2, et un prix légèrement supérieur. Deux choses se passent donc simultanément. Les modèles progressent, et les systèmes qui les accompagnent amplifient leur performance. Le langage d'OpenAI devient intéressant car ils insistent sur la notion de capacité latente. Ils admettent que les modèles sont plus performants que ce que les utilisateurs en tirent réellement, avec un écart entre leur potentiel et leur usage. Le goulot d'étranglement n'est plus l'intelligence brute, mais l'humain, les habitudes, l'intégration et la conversion du potentiel en résultat. Apple développe une broche IA pour rendre les objets connectés plus intelligents que les téléphones. Microsoft enseigne aux robots à comprendre le langage, le toucher et à s'adapter au réel. OpenAI intègre la prédiction de l'âge à ChatGPT, modifiant les accès, tandis que YouTube fait de l'IA un moteur de création et d'achat pour 2026 passons à Apple. Selon un rapport détaillé de The Information, Apple travaille sur un tout nouvel objet connecté doté d'IA, qui fait à peu près la taille d'un AirTag un peu plus épaisse. Ce n'est pas des lunettes, ce n'est pas une montre, ce n'est pas un remplacement de téléphone, mais une broche, un appareil plat et circulaire conçu pour être porté sur vos vêtements. Les premiers prototypes seraient un disque fin en aluminium et verre, avec un bouton sur le bord et une recharge arrière type Apple Watch. L'intérêt principal réside dans son intérieur. Cette broche disposerait de 2 caméras frontales, l'une standard, l'autre grand angle, 3 microphones et un haut-parleur intégré. Cette combinaison à elle seule vous indique ce qu'Apple envisage ici. Il ne s'agit pas d'un simple tracker passif, mais d'un appareil conscient du contexte capable de voir, d'entendre et de réagir sans que vous ayez à toucher un écran. Apple viserait toutefois une fenêtre de lancement autour de 2027. Le rapport précise que le projet est encore en développement initial et pourrait être retardé ou annulé s'il ne respecte pas les normes internes d'Apple. Cette prudence est essentielle, car les AI Pins ont déjà connu de nombreux échecs. Apple le sait et avance donc lentement,
mais le calendrier demeure cohérent. Apple a clairement affiché sa direction avec Apple Intelligence à la WWDC. L'entreprise a présenté un système à modèle embarqué pour la synthèse, la génération d'images et les suggestions, tandis que les tâches plus lourdes passent par le cloud privé. Le contexte réel a toujours manqué. Un téléphone ne connaît que ce que vous lui dites, alors qu'un badge connecté perçoit ce qui vous entoure. L'écosystème matériel d'Apple lui donne un réel avantage. Ces puces personnalisées intègrent des moteurs neuronaux très efficaces, optimisés pour l'inférence locale à faible consommation. En plus de cela, les puces UWB d'Apple, la U1 et la nouvelle U2, permettent déjà un suivi de localisation précis sur les iPhones, les Apple Watch et les AirTags. Combinez cela avec un système de caméra compacte. Soudain, vous possédez un appareil qui reconnaît des objets, comprend des scènes et fournit instantanément des informations sans sortir votre téléphone. La double caméra montre qu'Apple vise plus que de simples photos rapides. Le grand angle capte l'environnement, l'objectif standard les détails. Grâce à 3 microphones, le pain peut transcrire, résumer des réunions ou traduire en temps réel. Le haut-parleur offre des réponses audio discrètes. Ce bouton unique sert à plusieurs fonctions. Déclencher, capturer, couper les micros ou activer l'assistant sans phrase d'activation. D'un point de vue utilisabilité, les cas d'utilisation sont subtils mais puissants. Identifier des objets, enregistrer des ingrédients, reconnaître des pièces, obtenir des itinéraires ou offrir des fonctions d'accessibilité comme des descriptions de scènes et alertes d'objets. Le pain pourrait aussi servir de balise de localisation précise grâce à l'UWB offrant sécurité ou localisation familiale. C'est convaincant, mais Apple doit encore résoudre les problèmes qui ont causé l'échec des anciens AI Pins. La première, c'est l'autonomie de la batterie. La capture audio continue et la vision par ordinateur consomment beaucoup d'énergie. Les limites thermiques rapides constituent le deuxième problème. Rassembler caméra, traitement neuronal et radio dans un boîtier aussi petit peut causer une surchauffe, sans oublier la question de l'acceptabilité sociale. Les caméras visibles sur les vêtements posent que des problèmes de vie privée. Le pain IA Human illustre un échec, vendu à moins de 10 000 exemplaires avant la fermeture de l'entreprise, malgré des centaines de millions levés. Les critiques ont souvent relevé la latence, l'utilité limitée et des soucis de batterie. Apple doit offrir des réponses rapides, un retour clair, des indicateurs visibles et des contrôles de confidentialité très solides. Une intégration totale avec l'iPhone et iCloud est indispensable. Apple développe l'intelligence pour le corps, tandis que Microsoft l'intègre dans des machines mobiles et interactives. Microsoft Research a présenté RoAlpha, un nouveau modèle d'IA pour la robotique, visant à résoudre un vieux problème d'adaptabilité des robots. RoAlpha est le premier robot de Microsoft, issu de sa gamme de 5 modèles Vision Langage, conçus pour l'IA physique. Ce système convertit des instructions en langage naturel en signaux de contrôle pour des robots manipulant des tâches complexes à 2 mains, sans environnement d'usine contrôlé ni script rigide. Microsoft le teste sur des plateformes à 2 bras et des robots humanoïdes. RoAlpha se distingue par sa combinaison unique de modalités de détection. La vision est présente, mais il inclut aussi la détection tactile, permettant aux robots d'ajuster leurs mouvements selon le toucher, pas seulement avec les caméras. Microsoft veut intégrer la détection de force et d'autres modalités, rendant le système plus proche de l'interaction humaine. L'adaptabilité reste centrale. RoAlpha ne suit pas seulement des comportements pré-entraînés, il adapte aussi ses actions. Si une erreur survient, des opérateurs peuvent intervenir. En utilisant des outils intuitifs comme des dispositifs d'entrée 3D, corriger le mouvement. Et le modèle apprend de ce retour d'informations, ce qui montre que l'apprentissage ne s'arrête pas après le déploiement non plus. Microsoft développe des techniques pour que le système s'améliore continuellement. L'un des principaux défis en robotique reste l'entraînement et les données. La collecte de démonstrations par téléopération de robots marche dans certains cas, mais n'est pas viable à grande échelle. Microsoft répond à ce problème en combinant des démonstrations physiques de robots avec des tâches simulées et des données de questions-réponses visuelles à grande échelle. La plupart des données synthétiques sont produites via des pipelines d'apprentissage par renforcement utilisant des simulateurs robotiques Azure. Ces trajectoires simulées sont ensuite associées à des données commerciales et ouvertes issues de robots réels. Les partenaires industriels soutiennent que la simulation physiquement précise est l'un des rares moyens de pallier le manque de données robotiques diversifiées, en particulier pour les tâches de manipulation complexes. Microsoft veut offrir aux entreprises de robotique plus de contrôle pour qu'elles entraînent leurs systèmes sur leurs propres données et robots.
RoAlpha sera d'abord proposé dans le cadre d'un programme d'accès anticipé à la recherche, avec une disponibilité plus large prévue ultérieurement via la plateforme Foundry de Microsoft. Le message est clair, plus les robots intègrent les environnements humains, plus l'adaptabilité, l'apprentissage et la confiance priment. Désormais, OpenAI doit gérer de nouveaux défis réels, sécurité, âge et accès. L'entreprise déploie la prédiction de l'âge sur ChatGPT pour estimer si un compte est probablement détenu par un mineur en utilisant plusieurs indicateurs. Le classificateur examine les comportements et les schémas au niveau du compte, y compris l'ancienneté du compte, l'activité selon l'heure de la journée, les habitudes d'utilisation à long terme et tout âge déclaré. Si la confiance est faible, le système offre par défaut une expérience plus sûre pour les adolescents. Les comptes signalés comme probablement appartenant à des personnes de moins de 18 ans reçoivent des restrictions plus strictes concernant certaines catégories de contenus, comme la violence graphique, les défis viraux dangereux, les jeux de rôle à caractère sexuel ou violent, les représentations d'automutilation, ainsi que les contenus promouvant des standards de beauté extrêmes ou des régimes alimentaires malsains. Pour les adultes qui sont signalés à tort, OpenAI permet de rétablir l'accès grâce à une procédure de vérification de l'âge dans les paramètres. Ce processus utilise une vérification basée sur un selfie via Persona. Le déploiement a commencé et sera disponible dans l'Union européenne dans les prochaines semaines pour respecter les exigences locales. Cela fait partie du programme de sécurité adolescent d'Open.ai, incluant des contrôles parentaux pour lier les comptes parents et adolescents. Définissez des heures de tranquillité, gérez la confidentialité, la mémoire et l'entraînement et recevez des alertes en cas de risque. Les retours ont été mitigés. Certains utilisateurs soutiennent des mesures de protection plus strictes, tandis que d'autres expriment des inquiétudes concernant les faux positifs, l'inférence comportementale et la sensibilité de la vérification basée sur les selfies. C'est un rappel que, à mesure que l'IA s'intègre davantage dans la vie quotidienne, les systèmes de gouvernance et de sécurité doivent évoluer en même temps que ses capacités. L'intelligence dépend de ce que font les modèles, mais aussi de qui y a accès et comment. Cela nous conduit aux plateformes, surtout YouTube, avec une feuille de route ambitieuse pour 2026. Dans sa lettre annuelle, le PDG de YouTube, Neil Mohan, a présenté la prochaine étape de la plateforme. YouTube lance 3 nouvelles fonctionnalités de création IA, axées sur des outils créatifs, le shopping intégré et des mises à jour majeures pour les shorts. Les créateurs pourront créer des shorts avec leur image numérique, créer des jeux simples avec Playables et tester la création musicale assistée par IA. L'adoption de ces outils est déjà notable. Plus d'1 million de chaînes ont utilisé chaque jour les outils IA de YouTube en décembre. 20 millions d'utilisateurs ont découvert du contenu via Ask et 6 millions ont regardé au moins 10 minutes de contenu doublé chaque jour. Mohan a précisé que l'IA vise à aider les créateurs, non à les remplacer. YouTube renforce ses systèmes contre le spam et les pièges à clics pour limiter les contenus de mauvaise qualité générés par l'IA, répondant aux inquiétudes croissantes sur ce sujet. Le commerce est aussi un axe clé. YouTube propose le paiement intégré permettant d'acheter sans quitter la plateforme. Plus de 500 000 créateurs utilisent YouTube Shopping. Mohan a cité des exemples où certains ont généré des millions de dollars de ventes en 2025. De nouveaux outils permettront aux créateurs de shorts d'ajouter des liens sponsorisés et de remplacer des segments sponsorisés dans d'anciennes vidéos après publication, générant ainsi des revenus récurrents. Shorts évolue également. Les images apparaissent désormais dans le flux Shorts, mêlant visuel statique et vidéo. Avec environ 200 milliards de vues par jour, YouTube se rapproche ainsi des flux multimédia mixtes d'autres plateformes. Des contrôles parentaux améliorés ont également été déployés, permettant aux parents de définir des limites de temps pour le défilement des shorts, y compris la possibilité de fixer le temps de visionnage à 0. Mohan a aussi présenté les progrès de la feuille de route 2025 de YouTube. Le doublage automatique via l'IA est accessible à tous les partenaires. Des outils pour générer des idées de vidéos, des titres et des miniatures sont disponibles via l'onglet Inspiration. Des améliorations comme la multivue personnalisable de YouTube TV sont en développement et arriveront bientôt. YouTube a révélé avoir versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs au cours des 4 dernières années. La feuille de route 2026 vise à accélérer cet écosystème en centralisant création, découverte et achat sur une seule plateforme. OpenAI. L'activation de la publicité dans ChatGPT a révélé au grand public les tensions internes de l'industrie de l'IA.
La décision est tombée discrètement, sans célébration ni mise en scène et sans tentative de la présenter comme un progrès. La décision a été prise car la pression financière était devenue trop forte pour attendre. Exploiter des IA à grande échelle dans le monde entier coûte très cher. L'écart entre l'utilisation de ces outils et l'argent qu'ils génèrent s'est creusé au lieu de se réduire. OpenAI a dépensé environ 9 milliards de dollars l'an dernier et les prévisions pour cette année sont encore plus élevées. Parallèlement, l'entreprise a pris des engagements à long terme concernant les centres de données, les contrats d'électricité et l'infrastructure informatique pour plusieurs années à venir. Ces coûts ne sont pas flexibles et ne peuvent être facilement suspendus ou renégociés. Des centaines de millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. Pourtant, seule une petite fraction de ce public paie pour les calculs derrière. Cette réalité finit par forcer une réaction, et la publicité est l'un des rares leviers qui peut augmenter les revenus rapidement à cette échelle. La réaction du monde de l'IA a presque autant compté que la décision. Demi Hassabis de Google DeepMind a dit avoir été surpris. Elle s'interrogeait sur l'assistance de l'IA et son lien avec l'intention, la mémoire et la conversation. La publicité sur les moteurs de recherche agit dans un espace transactionnel avec des utilisateurs en quête d'informations, tandis que les assistants évoluent dans un espace continu d'échange et de réflexion. La monétisation modifie imprévisiblement la relation de confiance. Hassabis a aussi précisé que l'assistant Gemini de Google ne prévoit pas d'intégrer de publicité pour l'instant. C'est plus simple quand votre entreprise gère déjà l'une des plus puissantes machines publicitaires. Cela met en évidence un fossé croissant dans l'écosystème de l'IA entre les entreprises qui peuvent se permettre d'attendre parce qu'elles disposent de sources de revenus diversifiées. Les entreprises Bouddha qui dépendent de la vente d'accès à leur modèle, avec des coûts croissants dépassant la hausse des prix, tandis qu'OpenAI peine à monétiser, DeepMind adopte une stratégie différente. Shane Legg, cofondateur de DeepMind et expert en intelligence artificielle générale, a récemment annoncé. Il recrute un économiste senior pour collaborer avec lui. Le poste se concentre sur l'économie post-AGI, y compris la productivité, les marchés du travail, la répartition des revenus et la croissance à long terme. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la planification appliquée. Lorsque quelqu'un au niveau de Legg commence à développer des capacités internes pour comprendre les conséquences économiques plutôt que l'architecture des modèles, cela signale un changement d'hypothèse. La discussion ne porte plus sur l'arrivée des systèmes avancés, mais sur la façon dont les sociétés géreront leur impact. Legg affirme que l'AGI approche. Hassabis estime à 50% la probabilité que cela se produise d'ici 2030. Selon la définition du terme, d'autres dirigeants du secteur ont avancé des échéances encore plus proches. Le désaccord concerne la vitesse, non la direction, mais c'est la vitesse qui confronte la réalité. Au Forum économique mondial de Davos, l'IA a été vue davantage comme une industrie physique faisant face à des limites que comme une révolution logicielle. Les dirigeants ont évoqué électricité, capacité réseau, terrain de refroidissement et permis avec un ton contraint. Andy Jassy a évoqué les pénuries d'électricité et la forte consommation requise pour les charges de travail en IA. Amazon a investi à long terme dans la production d'énergie, notamment dans de petits réacteurs nucléaires modulaires, car la croissance de la puissance de calcul exige énergie et sécurité pour s'étendre. Satya Nadella a abordé la question d'un point de vue social, avertissant que l'IA risque de perdre l'autorisation du public d'opérer si elle continue de consommer une énergie rare sans apporter d'amélioration claire dans la santé, l'éducation, les services publics et la productivité. Ce cadrage est important. L'IA dépend désormais des ressources de la société et rivalise avec hôpitaux, villes et infrastructures pour l'électricité. Quand cela arrive, la tolérance du public compte. Jensen Huang a qualifié l'IA du plus grand déploiement d'infrastructures de l'histoire. En utilisant le langage des usines et de la capacité industrielle, ce langage modifie les attentes, l'infrastructure apporte la supervision, l'infrastructure invite à la régulation, l'infrastructure exige des comptes. Une fois l'IA dans cette catégorie, ses règles de croissance évoluent. Cette collision avec les limites physiques redéfinit la concurrence sur toute la chaîne. Modèle. La performance compte mais ne suffit plus. L'accès à l'énergie, au permis foncier et l'alignement politique déterminent désormais l'essor. Le contrôle de l'orchestration, de l'identité, des autorisations et de la conformité devient un atout stratégique. Les éditeurs de logiciels d'entreprise l'ont compris.
La direction de Workday présente leur système comme la porte d'entrée du travail et voit les plateformes RH et financières comme des contrôles naturels pour les agents d'IA. Salesforce a intégré des ingénieurs directement au sein des principales organisations clientes afin d'apprendre comment les systèmes d'IA se comportent réellement lorsqu'ils sont exposés à des flux de travail réels. La direction de Snowflake a exprimé des inquiétudes sur la rapidité, craignant que les fournisseurs de modèles accèdent directement aux données et concurrencent les acteurs établis plutôt que de faire des démonstrations. Quand les agents d'IA gèrent paie, achats, dossiers clients et conformité, la gouvernance devient inséparable de leur capacité. L'intelligence seule ne suffit pas. Les autorisations, les audits et la responsabilité décident du fonctionnement des systèmes. La géopolitique intervient aussi. Le matériel informatique avancé est désormais un atout stratégique. Le PDG d'Anthropic a dénoncé l'importation des puces H200 de Nvidia en Chine, évoquant un risque pour la sécurité nationale. Peu importe l'avis, la présentation du sujet reste essentielle. L'infrastructure informatique est stratégique. L'accès peut être limité, les chaînes d'approvisionnement politisées et la réglementation influencent la concurrence. Dans cet environnement, les entreprises peuvent en prendre du retard en termes de performance brute des modèles et tout de même l'emporter en contrôlant l'accès, la conformité et la confiance institutionnelle. Cette dynamique accélère la consolidation. Les initiatives récentes de Google illustrent cela. L'entreprise a acquis Common Sense Machines, une start-up convertissant des images 2D en monde 3D, renforçant sa capacité à modéliser des environnements physiques. Elle a signé un accord avec AI, intégrant des ingénieurs en reconnaissance vocale émotionnelle, tout en gardant l'entreprise indépendante. Elle a massivement investi dans Sakana AI, une start-up japonaise fondée par des pionniers des Transformers. Sakana développe des agents auto-améliorants et explore des alternatives aux modèles actuels, allant au-delà des Transformers. L'essentiel tient à la fois à la technologie et aux personnes. Les pionniers de l'IA moderne explorent la prochaine étape au sein de grands écosystèmes, soutenant une recherche coûteuse à long terme. Cette pression de consolidation affecte les plus petits acteurs. D'abord, les coûts de calcul. L'échelle augmente de façon agressive. Les dépenses d'infrastructure ne croissent pas doucement. Les grandes entreprises le survivent en finançant l'IA grâce aux revenus du cloud, des logiciels, de la publicité et des contrats publics. Les petites entreprises font face à des choix difficiles, menant souvent à une acquisition ou un effondrement, surtout au niveau mondial. En Chine, les récentes initiatives des entreprises américaines d'IA paraissent familières, sans créer d'écosystème d'applications réellement nouveaux. Les services et plateformes intégrés existent depuis des années. Les expansions de plateformes et stratégies d'assistance de la Silicon Valley paraissent progressives. Cette différence de perspective influence la concurrence et les attentes plus qu'on ne le pense. Tandis que l'infrastructure, le contrôle des entreprises et la géopolitique dominent, un autre changement se produit. L'IA devient une présence constante, quittant les écrans pour se rapprocher du corps humain. Apple envisagerait un appareil IA portable, de la taille d'un AirTag, avec micro, caméra et haut-parleur. OpenAI a confirmé son projet d'appareil d'IA avec de grandes attentes sur la participation de Jony Ive. L'ambition se concentre sur une assistance continue, plutôt que sur une interaction intermittente. L'histoire rend les gens méfiants. Google Glass a suscité une réaction publique qui a provoqué son échec. L'AI PIN de Human, censé offrir un avenir sans écran, a également échoué et sert désormais d'exemple à éviter. Les nouveaux appareils compagnons IA subissent moqueries et vandalisme, la tolérance aux capteurs actifs restant fragile, mais les entreprises persistent. La perception contextuelle étant précieuse, les systèmes comprenant en temps réel ce que voient et entendent les utilisateurs dépassent largement l'assistance textuelle. La motivation à poursuivre cette capacité l'emporte sur l'inconfort, même lorsqu'un retour de bâton est probable. Au-delà des objets connectés, le développement de l'IA va encore plus loin. OpenAI a beaucoup investi dans Merge Labs, une start-up d'interface cerveau-ordinateur. Cofondée par Sam Altman, l'entreprise privilégie des méthodes non invasives comme les ultrasons focalisés et des outils moléculaires, évitant les implants chirurgicaux. L'ambition va au-delà de la restauration médicale, visant une interaction directe entre la cognition humaine et les systèmes d'IA. Altman décrit cette vision depuis des années, évoquant un avenir où les humains et les machines s'intègrent plus étroitement pour rester pertinents. Avec l'essor de l'IA, Merge Labs mise sur la sécurité et l'évolutivité pour interagir avec de nombreux neurones sans intervention invasive. Le défi technique est immense. Les signaux neuronaux sont complexes, bruyants et très personnels.
Les interpréter exige une forte inférence en temps réel, une faible latence et une infrastructure flexible pour gérer les flux de données biologiques. Cette exigence favorise des back-ends unifiés, l'informatique en périphérie et l'agrégation de modèles, chaque couche ajoutant coûts, complexité et enjeux éthiques. Le sentiment des investisseurs reflète ces pressions. La taille n'impressionne plus. La question porte désormais sur la capacité de monétisation, le pouvoir de fixation des prix et la réduction des coûts d'inférence face à l'augmentation de la puissance de calcul. Les analystes voient ce moment comme crucial pour les entreprises dépendant uniquement de la vente de modèles. Certaines entreprises pourraient envisager une introduction en bourse, d'autres pourraient être absorbées par de plus grandes plateformes. Beaucoup échoueront discrètement. Ces résultats reflètent davantage la viabilité économique que la brillance technique. Le débat sur l'intelligence générale continue. Cassaba pense que l'AGI est encore loin, tandis que d'autres prévoient des délais plus courts. L'essentiel n'est pas la date, mais le constat partagé que les institutions ne sont pas prêtes. Gouvernements, entreprises et cadres juridiques peinent à s'adapter, même au système d'IA actuel. Des agents plus autonomes accentuent ces écarts. Pourtant, l'histoire apporte du contexte. La société humaine repose déjà sur des intelligences collectives plus vastes que l'individu. Entreprises, marchés et gouvernements coordonnent d'immenses connaissances sans compréhension centrale. Ces systèmes ont changé économie et culture sans supprimer humanité, concurrence, régulation et normes sociales, limitant la concentration du pouvoir. L'IA s'intègre désormais, bien que de façon imparfaite, dans ce processus complexe. Elle percute l'énergie, les réseaux, le travail, la régulation, la confiance et même le corps humain. Les récits simples s'effondrent. Sous cette pression, les compromis deviennent inévitables. La bulle de l'IA n'a pas éclaté à cause d'une stagnation, mais car l'intelligence est devenue coûteuse, physique, réglementée et socialement contrainte. Désormais, les résultats priment sur les promesses. La confiance vaut autant que la capacité et l'endurance importe plus que la rapidité. Voilà l'industrie. Partagez vos avis en commentaire. Si c'était utile, aimez et abonnez-vous. Merci et à la prochaine vidéo.